مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة الموعد السياسي. الموعد السياسي في هذا الأسبوع نستضيف الكاتبة الصحفية السيدة رابحة عطاف، صاحبة كتاب بلاس تحرير Une révolution inachevée، ساحة التحرير بمصر بالقاهرة، ثورة مجهدة أو ثورة لم تكتمل. صاحبة هذا الكتاب هي جزائرية، هي فرنسية من أصول جزائرية، كتبت حول الجزائر وأزمة الجزائر في التسعينات، عاشت أكتوبر 88 في الجزائر، الانفتاح السياسي في 89 في الجزائر، انتخابات 1990 وانتخابات التشريعية المجهدة في ديسمبر 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني. هذه الصحفية الكاتبة الصحفية التي عاشت هذه الأحداث وعاشت يعني مرحلة التسعينات وكل ما جرى في الجزائر من حرب ضد الأهالي وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان، عاشت كذلك الثورة المصرية من داخل ساحة التحرير، ويعني بعد هذه الخبرة الميدانية في ساحة التحرير كتبت كتاب بلاس تحرير Une révolution inachevée، ساحة التحرير الثورة المجهدة. وهي هنا معنا لكي تحكي للمشاهد الجزائري والعربي الذي يشاهد تلفزيون رشاد يعني خبرتها وما عاشته في ساحة التحرير مع الثوار، وأوجه التشابه والفراق بين ما جرى في مصر من ثورة شعبية وإجهاض لهذه الثورة مع الجزائر، وهي التي تقول أن أوجه التشابه خاصة في عملية الإجهاض بين ما جرى في الجزائر ومصر هناك أوجه تشابه كثيرة وعديدة. السيدة رابحة عطاف، مرحبا بك، bienvenue. Premièrement, qu'est-ce qui vous a poussé à aller à Place Tahrir pour vivre avec les révolutionnaires? C'est ces moments qu'on peut qualifier de moments révolutionnaires. D'abord une vision. D'un coup, j'ai vu à la télévision l'image du Midan al-Tahrir qui m'a semblé être comme une Mecque de la révolte populaire, avec une Kaaba en plastique au milieu et une foule qui tournait autour. Et là, littéralement, ça m'a mis en transe. Ma place était là-bas. J'ai senti 3 jours, je suis restée chez moi, à tourner en rond et à me demander comment aller là-bas. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un et je suis devenue envoyée spéciale des Inrecuptibles pour aller couvrir la révolte populaire égyptienne en ce début d'année 2011. Mais j'ai attendu un moment précis qui a été le lendemain de la chute de Moubarak. D'accord. Parce que je sais pertinemment qu'à ce moment-là, la presse internationale s'en va et que les choses sérieuses, entre guillemets, allaient commencer, notamment la confrontation entre la population et le Conseil suprême des forces armées. Qui avait repris le pouvoir après la chute de Moubarak. Qui a gardé le pouvoir. C'est pas qu'il l'a repris, il l'a gardé, même s'il s'est débarrassé de Moubarak, et la répression allait démarrer à ce moment-là. Donc des gens comme moi sont importants et sont surtout utiles comme témoins. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu effectivement aller tout de suite au Caire, à la fois pour témoigner de ce que j'allais y voir et en même temps pour réaliser donc ce livre oui, qui n'était pas encore dans ma tête à l'époque, mais faire en sorte que tous ces héros que j'ai vus sur la place Tahrir et ailleurs, puisque dans le livre, comme vous l'avez vu, je parle aussi des autres endroits, je me suis déplacée avec les gens. À l'intérieur du Caire, oui. Qu'ils ne soient pas des oubliés de l'histoire. D'accord. Comme l'ont été les jeunes d'octobre 88, oui. Tout à fait, à l'époque. Et comment vous avez trouvé l'Égypte, surtout le Caire ou Place Tahrir, à votre arrivée? Alors, la place Tahrir, elle était encore noire de monde quand je suis arrivée. Les comités de jeunes, notamment de jeunes éduqués issus des classes moyennes, étaient allés discuter avec le Conseil suprême des forces armées. Et sur la place, il restait les populaires, en fait. Donc les gens qui habituellement étaient inorganisés et qui commençaient à s'organiser d'une façon autonome. C'est-à-dire, indépendamment des mouvements de gauche
comme le mouvement du 6 avril ou comme Kifaya. Là, j'avais quelque chose qui était en train de se mettre en place, c'est-à-dire l'organisation d'une mini-commune de Paris, en vrai. Hein, c'est pour ça que mon premier chapitre s'appelle La commune de Tahrir, où effectivement les gens qui appartenaient à aucune organisation jusqu'à présent apprenaient effectivement à organiser une résistance au sein de la place. Et c'est ça qui m'a passionnée. Donc, ils apprenaient, c'est-à-dire qu'à la base, ce n'étaient pas des révolutionnaires, ce n'étaient pas des militants politiques. C'est des gens qui se sont retrouvés militants politiques du jour au lendemain. Ils se sont retrouvés, comme un dont je parle dans le livre, qui s'appelle Wael Ali, qui lui était carrément directeur d'une agence de voyage à Hurghada. Quand il a vu les premières manifestations sur la place Tahrir, il a quitté Hurghada, il est monté place Tahrir, il y est resté et il a organisé... Il est devenu un des principaux animateurs. Des leaders. Mais un des leaders. De la place Tahrir. Il avait un savoir-faire, la logistique du tourisme, qui a fait qu'il a pu organiser l'occupation de la place Tahrir. Et d'ailleurs, il a été arrêté pour cette raison. C'est-à-dire qu'il avait une capacité d'organisation et un charisme sur les gens. Il a organisé des jeunes. J'ai vu des comités populaires qui comptaient, très organisés, qui comptaient des centaines de jeunes qui, effectivement, venaient régulièrement le consulter pour savoir comment faire telle chose ou telle chose. Ils avaient mis en place un programme d'action, notamment d'appui des familles de martyrs, d'appui des différentes corporations qui allaient à l'époque manifester, comme ça s'est passé en 89, après 88. Oui. Tout le monde s'est mis à manifester dans tous les coins, devant tous les ministères. Les enseignants, en Algérie, il y a eu la même chose au Caire, et c'est tout ça que j'ai suivi. Donc les lycéens, les enseignants, les juges. Comment vous avez été reçu, vous, à Place Tahrir, en tant que journaliste venant d'Europe, avec des origines algériennes? On sait qu'il y a eu en 2010 des tensions entre l'Algérie et l'Égypte. Est-ce que ces jeunes révolutionnaires vous ont bien reçu, ou est-ce que votre origine algérienne a été un petit peu un obstacle pour vous? Aucun obstacle du tout, au contraire un avantage, parce que les gens ne sont pas idiots. Ils savent très bien que les incidents qu'il y a eu entre les supporters, il faut resituer les choses à leur place, qu'il y a des supporters de football, ça a été manipulé. On a monté et d'un côté et de l'autre le nationalisme ombrageux et égyptien et algérien, alors que la réalité des problèmes, elle est tout autre que des affaires de football. Et donc les gens ne sont pas idiots, ils savent pertinemment que ces incidents sont dus à ça, et que pour eux, les Algériens restent le peuple des 1,5 million de martyrs. C'est ce que j'ai entendu partout. Vous avez trouvé une véritable... Des révolutionnaires. Pour eux, on est les révolutionnaires. D'accord. On est la référence révolutionnaire parce qu'ils pensent encore à la guerre d'indépendance. Donc il n'y a pas du tout d'animosité. Et le fait que je sois algérienne, ça a été un avantage, puisque je maîtrise la langue arabe, évidemment. Deuxième, le fait que je sois journaliste, pour eux, ils ont dit tu dois témoigner. Tous les journalistes sont partis, effectivement, je ne m'étais pas trompée. La presse internationale s'était volatilisée. Et donc, j'étais une des rares journalistes à être restée sur place. Après la chute de Moubarak. Après la chute de Moubarak, pour couvrir les événements. Ce qui s'est passé. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pu voir ou constater en 88, 89, jusqu'en début 92, en Algérie, que vous avez retrouvé en Égypte? Alors, d'abord la grille de lecture. Moi, je suis convaincue que si les réseaux sociaux, Internet, etc. avaient existé en 88, ça aurait peut-être limité la répression qu'il y a eu. À l'époque immédiate. D'accord. Elle aurait peut-être été différée, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu ce bain de sang immédiat. Premièrement. Et puis, donc, la communauté internationale étant informée, effectivement, des pressions auraient pu s'exercer, comme elles se sont tout de suite exercées à l'époque sur l'Égypte. Voilà. Donc, la grosse différence, c'est ça. La chance des Égyptiens, ça a été que tout de suite, la simultanéité de l'information. Donc là, effectivement, ça met les populations relativement sous protection, fondamentale. La similitude, c'est toute cette quête, la justice sociale, fondamentale. C'est-à-dire que pour la première fois, les gens, au départ, ils ne parlaient pas de démocratie ou de liberté, ils parlaient de justice sociale. Ils veulent que le système rende des comptes.
Ça, c'est les similitudes, qui est toujours d'actualité dans les deux pays. La troisième chose, c'est ce que j'ai vu, c'est le fait que j'ai vu des jeunes qui étaient prêts à mourir parce qu'ils n'avaient plus rien. Et ça donne une énergie folle, vraiment folle, puisque finalement, leur mort va être plus utile que leur vie. Donc j'ai vu ça. Pour la cause commune. Pour la collectivité. D'accord. J'ai vu ça sur des deux côtés, en fait. Les jeunes à Alger en 88, j'étais au milieu des jeunes. Je suis quelqu'un qui est toujours pris soin de parler de ce que je connais, donc de me mettre au milieu des gens et d'aller sur le terrain. Et effectivement, les jeunes me disaient, on est déjà mort. Hein. Là-bas aussi, c'est pareil. Hein. Donc, similitude. De la manip que j'ai vue. La manipulation. Bien sûr, la manipulation des foules que j'ai vues. Donc, toutes ces récupérations par le système, qui est évidemment là à essayer d'encadrer, de récupérer les cadres, toujours, avec qui il va discuter, pour les intégrer à un processus tout en réprimant ceux qui lui font peur, en vrai. Ce n'est pas les jeunes des classes moyennes qui lui font peur. Puisque eux, du point de vue de leur positionnement, ils sont quelque part positionnés en termes de pouvoir, hein, je m'explique, dans le système. Donc intégrable, toujours intégrable. Ce qui n'est pas le cas des désespérés. Eux, ils veulent une vraie révolution. C'est-à-dire qu'ils veulent renverser le système. Pour pouvoir exister. C'est leur condition d'existence. Ils n'ont pas le choix. Donc ces deux choses, je l'ai vu. Et très vite, les systèmes, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là, les régimes? Ils réagissent, ils intègrent d'un côté. Les leaders. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé en Égypte et en Algérie. D'un côté, Front islamique du salut. Tout de suite, on discute avec ceux-là. C'est avec eux qu'on va négocier une, disons, ouverture contrôlée du champ politique. Et là, les frères musulmans. En Égypte. Tout à fait, tout de suite, dès le mois de mars, on libère les leaders qui étaient en prison. On permet à certains autres de s'échapper. Hein, je sais ce que je dis. D'accord. Les évasions, je pense qu'elles ne sont pas survenues par hasard, les évasions de prison, dès mars 91. Et 2011. Oui, 2011. Et effectivement, on fait en sorte d'utiliser ceux qui ont le meilleur contrôle de la société, finalement, pour pouvoir un petit peu détourner la demande sociale vers autre chose que la révolution et que la remise en cause du système. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'en Algérie, on a mis en place un calendrier électoral très vite. En Égypte, tout de suite, calendrier électoral, amendement de la Constitution dès le 19 mars 2011, et ensuite législative et présidentielle ensuite, c'est-à-dire tout est inversé. Ça, effectivement, ça m'a donné la grille analytique de comparaison entre les deux et de similitude. La seule différence, c'est qu'en Égypte, on est déjà en Orient, on temporise tout, on camoufle tout, et on manipule d'une autre façon. En Algérie, on a un autre tempérament, on est plus frontal. Hein. En Égypte, on fait les choses d'une autre façon. Tout simplement. D'accord. Vous étiez à Place Tahrir et beaucoup de révolutionnaires ou d'ex-révolutionnaires devenus aujourd'hui des adeptes du coup d'État ou des adeptes du maréchal Sissi accusent les frères musulmans de ne pas avoir participé à la révolution. C'est pas vrai. La Place Tahrir, s'il n'y avait pas eu les tanzim des frères musulmans, les organisations de jeunesse, elle serait tombée le 3 février 2011. Il n'y aurait jamais eu chute de Moubarak. Quand il y a eu l'agression des milices, hein, puisqu'ils leur ont envoyé des milices pour essayer de nettoyer la place, ce qui a fait que les jeunes ont tenu sur la place et les gens ont tenu sur la place, c'est les groupes de jeunes appartenant à la jeunesse des frères musulmans qui étaient organisés, effectivement, et qui ont organisé collectivement la résistance de la place. Ils étaient là en tant qu'individus, il n'y avait pas de consigne des frères musulmans. Le truc, il est là, c'est que les frères musulmans n'ont pas dit participer. Mais ils n'ont pas interdit à leur groupe de participer aux jeunes d'y aller. Et c'est vrai que les jeunes, ils sont allés. Les jeunes, spontanément. Tout à fait. Ils sont allés, comme tout le monde. Et comme ils avaient une expérience d'organisation, ils ont organisé. Donc, mais
c'est vrai que les frères musulmans, dans un premier temps, ont eu très peur qu'on les accuse d'être derrière, les manifestations. Ils ont eu peur d'une répression à leur égard, donc ils ont été très prudents. Oui, ce qui est compréhensible. Tout à fait. Ils ont été très prudents. Et en même temps, je pense qu'en arrière-fond, ils se sont ménagés. Je pèse ce que je dis. Là, puisque ce sont non pas des révolutionnaires, mais des réformistes, la possibilité de négocier avec le régime. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la réalité des faits. Pourquoi? Parce qu'ils font de la politique. Oui. Moi, je n'ai pas à les juger. Chacun mène à sa stratégie. Et mène la politique mais étant présente place Tahrir, surtout après la chute de Moubarak et la reprise de pouvoir ou le maintien au pouvoir du Conseil suprême des forces armées, on a entendu dans la presse internationale à l'époque que certains leaders politiques, que ce soit des frères musulmans ou autres, ou d'autres obédiences politiques, étaient régulièrement reçus par le maréchal Tantawi pour des négociations éventuelles, et que les jeunes qui étaient à place Tahrir refusaient ces négociations. Tout à fait. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez senti ou vécu des moments où les leaders des frères musulmans, là je parle des frères musulmans parce que c'est la principale force politique qui a gagné des élections législatives et présidentielles après, étaient rejetés par cette jeunesse présente à Tahrir? Oh que oui, oh que oui, oh que oui. Il y avait des altercations. C'est quoi les reproches? Alors il y avait des altercations, et notamment cette journée dont je parle dans le livre, du 8 avril 2011, où effectivement, tous les vendredis, il y avait un thème. Et durant le 1er avril, les comités populaires, donc ceux qui étaient restés sur la place Tahrir, avaient décidé de juger symboliquement Moubarak. L'idée était partie des comités populaires. Ils font venir des juges, eux organisent ça avec des avocats, des juges, etc. La journée du 1er avril a lieu avec un relatif succès. Les gens se sont déplacés, sauf que les frères musulmans ne se sont pas associés à ça, ils ont refusé. Mais ils ont organisé pour le 8 avril la même chose. Un jugement symbolique, mais cette fois avec leurs moyens. À place Tahrir. À place Tahrir. Donc leurs moyens, c'est une grande tribune, c'est le syndicat des juges, c'est toute une logistique qui est prête. Et effectivement, les gens, puisque les frères musulmans appelaient à manifester, les gens sont venus, parce que quand ils savent que à l'époque, les frères musulmans appelaient à manifester, c'était autorisé par les autorités. D'accord. Donc là, on a eu 1 million de personnes sur la place Tahrir. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous ne pensez pas que les autorités n'avaient pas beaucoup le choix aussi? Non, ils autorisaient. Et il faut des soupapes de temps en temps. D'accord. Donc il faut laisser se défouler les foules. Et là, on était dans un processus où effectivement, on contrôlait le défoulement des foules. Tout le cœur était quadrillé. La seule ouverture, c'était la place Tahrir. Quand les frères musulmans appelaient à manifester, ça veut dire qu'ils avaient reçu l'aval des autorités. Et qu'ils contrôlaient effectivement toute l'organisation de la place Tahrir, toute la logistique. Et donc ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les comités révolutionnaires, je vous parle des vrais comités révolutionnaires, dont beaucoup de gens sont en prison aujourd'hui ou ont disparu. Ces comités-là, il y avait quelque chose qui leur tenait à cœur. C'était de soutenir les familles de martyrs. Et donc, il ne pouvait pas se passer quelque chose à Tahrir sans qu'on associe les comités qui s'étaient constitués, notamment à Mataria, il y a plus de 60 familles organisées et qui demandent justice pour les leurs, sans qu'ils soient associés à tout événement. Or, le 8 avril, les familles de martyrs n'étaient pas associées à l'événement. Les frères musulmans ne les associaient pas. Et toute la confrontation entre les frères musulmans et les comités révolutionnaires, ça a été d'associer les familles à la manifestation. Pourquoi, à votre avis, les frères musulmans ont refusé d'associer à leur manifestation les familles de victimes? Parce que c'est quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Pour eux, ils avaient un programme ce jour-là, le jugement de Moubarak. Ils avaient fait leur programmation sans discuter avec les comités qui étaient sur place, donc forcément, ça créait des tensions. Et par-dessus le marché, on a eu une surprise ce jour-là, c'est qu'un bataillon de 150 soldats est venu de Suez avec des officiers libres, un comité d'officiers libres qui s'est pointé sur la place. Je pense qu'un jour, on saura la réalité
de ce qui s'est réellement passé, mais le fait est que des officiers étaient là, sont montés à la tribune, les comités populaires ont fait monter les familles, ils ont fait le forcing, vraiment, ça a été un rapport de force, ils ont fait monter les familles de martyrs sur la tribune, ils ont fait monter les soldats. Quand les soldats sont arrivés, les frères musulmans se sont retirés des tribunes. Ils ont eu peur. Que ce soit le Beltagui ou d'autres, Safwat Higazi, ils sont tous descendus des tribunes parce qu'ils ont eu très peur, justement. Ils ont pensé qu'on allait leur mettre sur le dos la venue des soldats et donc les accuser de complot. Je pense qu'il s'est passé, qu'il y a eu une très belle manipulation ce jour-là, même s'il ne faut pas analyser tout en termes de manipulation, puisque les officiers que j'ai interviewés étaient sincères. Eux, ils ont cru que ce jour-là, ils allaient faire basculer quelque chose en venant, en se mettant aux côtés du peuple pour revendiquer un pouvoir civil et la lutte contre la corruption au sein de l'armée. مشاهدينا الكرام نعود معكم بعد هذا الفاصل القصير لنتمم الحوار مع السيدة ربحة عطاف حول يعني خبرتها في يعني ساحة التحرير ويعني أوجه تشابه مع ما جرى في الجزائر خاصة ما بين 88 5 أكتوبر 88 انفتاح سياسي وحتى يعني انقلاب جانفي 92 ضد نتائج الانتخابات التشريعية. نعود معكم بعد قليل فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من حوارنا مع السيده ربحه عطاف صاحبه كتاب بلاص تحرير une révolution inachevée ساحه التحرير الثوره المجهضه او الغير مكتمله. السيده ربحه عطاف, vous avez dit que les principaux leaders des frères musulmans avaient peur d'être associés à un mouvement de scission, si on peut l'appeler ainsi, au sein de l'armée égyptienne. Et ces 150 soldats ou ce bataillon qui est venu de Suez s'est déclaré aux côtés du peuple. Mais est-ce que dans un moment révolutionnaire comme celui-là, est-ce qu'il n'est pas normal de vivre ou d'assumer des scissions à l'intérieur d'une institution militaire qui a toujours fait où a été l'éventail de la dictature en place depuis Nasser, est-ce qu'il n'est pas normal qu'à l'intérieur de cette institution qui est toujours une institution très conservatrice par rapport à toute ouverture démocratique, est-ce qu'il n'est pas normal d'assumer des scissions à l'intérieur de cette institution, ou c'est une erreur de la part des leaders des frères musulmans qui ne se sont pas tout de suite placés dans le rôle de révolutionnaire? Alors, je vais d'abord préciser le propos. Oui. L'armée algérienne, comme l'armée égyptienne, sont des institutions de l'État. Oui. Ce sont des armées populaires. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ces rangs, il y a des soldats, bien sûr, mais aussi des officiers qui se sentent très proches du peuple. Ou les enfants du peuple. Qui sont intègres. Qui n'ont pas trempé dans les combines du haut commandement et qui ne sont pas mêlés aux affaires du haut commandement. Ce sont des exécutants. Il est évident, et ça je le sais pour avoir interviewé justement ces officiers, que ces personnes-là, dans une situation où le peuple se soulève, se sentent aux côtés des leurs, et c'est pour ça qu'ils ont pris un risque énorme de venir. Parce que le risque, c'est la mort. C'est la peine de mort. Et il me le disait, on sait qu'on risque de mourir, mais on ne mourra pas pour rien. On est venu aujourd'hui pour signifier qu'on était aux côtés du peuple et qu'on voulait un régime civil et la fin de la corruption. Quand j'ai vu ça et que j'ai discuté avec eux, ça m'a fait penser à la révolution des œillets, ce qui s'est passé au Portugal en 1974. Où un mouvement des forces armées qui s'était constitué et structuré pendant 2 ans a fait un coup d'État, ça s'appelle un coup d'État, sans verser une goutte de sang, pour remettre le pouvoir aux civils. Tout à fait. Donc c'était des militaires qui des jeunes militaires, les capitaines, la révolution des capitaines. D'accord. C'est les capitaines. Et qui se sont exposés
Pour remettre le pouvoir politique au civil. Dans un premier temps, il y a eu un comité qui s'est constitué de généraux qui étaient plus intègres pour dégager Salazar. Et ils ont organisé des élections et remis le pouvoir au civil. Et le processus a été suivi, même s'il y a eu des tentatives de coup d'État un an après. De reprise, oui. De reprise, mais en tout cas, le processus, elles ont échoué. Il est resté le même. Et aujourd'hui, le Portugal est une démocratie. Tout à fait. Et en Égypte, effectivement, dans ce type de régime, on peut très bien imaginer qu'il aurait pu se passer la même chose. Alors, est-ce que les frères musulmans ont raté un moment historique? Possible. Eux, ils ont pensé complot. Le problème, il est là. Ils ont pensé qu'on voulait les piéger, tout à fait, dans une tentative de coup d'État. Donc, pour bien les juger. Donc, ils n'ont pas pu assumer peut-être leur responsabilité historique. Je pense que dans ce type de régime, à la fois en Algérie et à la fois en Égypte, où on a une forte culture du complot, régulièrement se commettent les mêmes erreurs historiques. Je m'explique. En Algérie, donc j'ai assisté à la pseudo-ouverture de 89, mais je pense qu'à l'intérieur même de l'État algérien, il y avait un camp réformiste qui poussait à l'ouverture et effectivement à l'intégration des mouvements islamistes dans le champ politique algérien. Mais ça correspondait à un jeu qui consistait à casser le parti unique. Ça a été tout l'enjeu de 88. Et c'est le fait de mettre les gens dans la rue qui a permis de casser les conservateurs du parti unique, mais Saadia et les autres à l'époque, pour frayer un chemin à une réforme à l'intérieur du système. Et toute la question, justement, est de savoir est-ce qu'il est possible de réformer un système de l'intérieur? C'est tout un débat. Ou est-ce qu'il faut vraiment une rupture avec le système, avec ce système-là, pour qu'enfin un autre système, fondé sur le droit, cette fois, puisse se mettre en place. Portugal, ça a été rupture. C'est clair. En Argentine, ça a été rupture. Parce qu'on parle en termes châtiés de transition démocratique. Ça veut dire quoi, transition démocratique? C'est de passer un système à un autre système différent. Il y a plusieurs modes. Absolument. On ne peut pas dire transition comme si c'était quelque chose de forcément pacifié. Hein, quel mot on utilise? Hein? Donc, moi, je suis convaincue, c'est ce que j'ai expliqué hier, que chaque pays a sa propre histoire. Et sa propre expérience. Et sa propre expérience. Et en fonction de cette histoire et de cette expérience, il y aura une transition plus ou moins violente. La différence, elle est dans le degré de violence. Dans les régimes comme l'Égypte ou dans les régimes comme l'Algérie, effectivement, il y a eu la tentation de la violence. Je le dis bien. En Algérie, il y a eu la tentation de la violence quand il y a eu l'interruption du processus électoral juste après décembre 91. Tentation de violence de la part des mouvements islamistes ou de la part du régime? Des deux côtés. D'accord. En vrai, des deux côtés. C'est-à-dire à la fois les plus radicaux des mouvements islamistes et à la fois les plus radicaux du régime. Qui ont, eux, remporté décidé de se faire la guerre. Et ont décidé de mener la guerre et d'éradiquer, donc d'opérer une purge. Tout à fait. Aussi bien à l'intérieur des rangs islamistes qu'à l'intérieur de leur propre rang. Absolument. Il y a eu des purges dans l'armée. Très tôt, j'ai repéré, notamment avec le procès de Béchar, pourquoi, à l'époque, on a jugé plus de 70 officiers pour éviter, préventivement, que les sous-offres, qu'il y ait une sédition au sein de l'armée, qui rejoignent la demande contestataire d'un état de droit, disons. Bon. Et là, effectivement, je parlais des erreurs historiques. Je suis convaincue, moi, que la grande erreur historique du Front islamique du salut à l'époque, en 91, ça a été d'aller aux élections, justement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas croire qu'un processus démocratique va se mettre en route quand on a 700 000 militants dans des camps, retranchés dans le sud. Expliquez-moi comment des hommes politiques responsables... Est-ce qu'ils avaient le choix? Oui. Parce que ça a été un débat à l'époque au concret. Là, on peut faire la comparaison entre le Front islamique du salut et les frères musulmans en Égypte. Ils avaient de la foule, ils avaient beaucoup de sympathisants, ils avaient un discours qui pouvait être quelque part radical, surtout en Algérie. Donc ils avaient un besoin de satisfaire leur foule. Et on ne pouvait pas, surtout le cas algérien ou même le cas égyptien,
expliquer à ces gens qui ont attendu l'ouverture politique depuis des années que finalement on ne pouvait pas aller aux élections alors que et le fils et les frères musulmans avaient la possibilité d'arriver au pouvoir par les urnes. Comment, pour vous en tant que journaliste, on pouvait expliquer aux militants, aux sympathisants du fils, aux militants, aux sympathisants des frères musulmans qu'on ne pouvait pas aller aux élections? Le problème, c'est que ce qui les abuse, hein, et qui fait qu'ils se trompent, hein, c'est ce populisme. Donc vous mettez ça sur le dos du populisme. Bien sûr. Vous croyez qu'il y a beaucoup de discours populistes Tout à au fait. sein de ces deux courants islamistes, Au sein des en deux Algérie courants, et en Égypte? le problème des frères musulmans, c'est quoi en Égypte? C'est qu'ils auraient dû, et beaucoup de gens des comités populaires disaient, ils auraient dû rester sur la place. Ils n'auraient jamais dû quitter la Ils place et aller négocier avec les n'auraient militaires. jamais dû quitter la place et aller négocier. Or, leur posture, c'est quoi? On va rentrer dans l'analyse Bien sociologique. sûr. Hein. La majorité des dirigeants des frères musulmans sont issus de quoi? De la classe moyenne. Ce sont tous des gens qui ont été plus ou moins intégrés aux fonctions de l'État, à l'administration, etc., oui. professionnellement. Ça veut dire que, en termes de positionnement, ils ont, pour reprendre la grille analytique marxiste, qui n'est pas forcément fausse, ils ont leurs propres intérêts de classe. Or, qu'est-ce qu'on leur a permis durant toutes les décennies précédentes, donc depuis Sadat? C'est de faire leurs affaires, nom de Dieu. Ce sont devenus des affairistes. Et quand je les ai découverts, je ne m'attendais pas à ça, je me suis dit, mais c'est des WASP américains. Ils sont comme les protestants américains. C'est-à-dire qu'ils ont les idées à gauche et le portefeuille à droite. D'accord. Donc c'est ça les frères musulmans. Progressistes dans le discours et capitalistes. Tout à fait, ultralibéraux. Absolument. Donc pour les États-Unis, il n'y avait pas de souci. Ils les ont reçus à bras ouverts. Ils ont été reçus par le Parti républicain aux États-Unis durant l'été justement 2011. Hein, ils ont fait une grande tournée. Mohamed El-Beltagui était vraiment en triomphe sur la tribune de la place Tahrir avec une casquette de baseball, jean, etc. Justement, quand il est revenu des juste USA. de revenir des États-Unis. Tout à fait, bien sûr. Ça dénote aussi un état d'esprit au niveau de leur projet de société. Or, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils souffrent de l'ultralibéralisme, les pauvres. C'est la globalisation qui a appauvri toute la masse des Égyptiens. C'est l'ultralibéralisme. C'est la privatisation des entreprises publiques. C'est toute aussi. la privatisation des entreprises publiques, notamment de l'école, j'en parle. Les catastrophes au niveau d'enseignement, où maintenant l'école publique égyptienne, alors que c'était un fleuron, elle ne vaut plus rien. Pourquoi? Parce que si vous voulez maintenant éduquer votre enfant, vous le mettez dans le privé, vous vous saignez pour le mettre dans le privé. Donc il y a eu, durant toute cette période, donc l'infitah Sadat Moubarak, ultralibéralisme, où se sont engouffrés, y compris les frères musulmans. Mais à cette époque, les frères musulmans, c'était à l'approche des élections présidentielles. La confrérie a décidé, a déclaré ne pas présenter de candidat au présidentiel. Tout à fait. Par contre, de rentrer dans les législatives avec leurs propres candidats et avec des candidats libéraux et de gauche sous l'influence ou la bannière des frères musulmans. Alors, bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas tout à fait parce fait qu'il y a comme beaucoup d'avocats de gauche qui sont devenus députés parce que ils étaient présentés ou soutenus par les frères musulmans dans des contrées, voilà. Oui. Donc après cela, il y a eu la scission de Abdelmounam et Abdelfatouh des frères musulmans qui se voyaient présidents très tôt. Et comment vous expliquez ce retournement de situation? D'un côté, on a les frères musulmans qui déclarent ne pas présenter de candidat au présidentiel, et quelques mois après, ils présentent un candidat en la personne de Khayalat Chatar, qui a été refusé par la Cour constitutionnelle parce qu'il avait un problème de droit civique. Oui. Et on présente un autre candidat que vous avez qualifié comme candidat par défaut monsieur Mohamed Morsi, qui est devenu président de la République après. Bon, qu'est-ce qui a changé dans la tête des frères musulmans? Ben, c'est simple. Hein. La même chose que ce qui a grisé ceux qui l'ont emporté au congrès Batna et qui ont décidé d'aller aux élections, c'est de penser que le pouvoir était à portée de main. Le problème, il est là. Le problème de fond, il est là. Or, la réalité, c'est pas ça. Est-ce que dans un régime
où c'est une armée qui possède un pays. Et où au sein Qui de possède l'armée, l'économie du pays, surtout. et où au sein de l'armée, c'est une force particulière. C'est pas toute une armée qui possède le pays. C'est un groupe d'hommes C'est un groupe d'officiers qui tient le commandement. qui tient tout le commandement et qui tient l'économie du pays. Est-ce que vous avez sérieusement la conviction que dans l'état actuel de choses, les frères musulmans ou le Front islamique du salut avaient La un possibilité sérieux d'accéder au pouvoir. rapport de force et possibilité d'accéder au pouvoir réel, pas Pas formel, fictif. pas des coquilles vides. Parce que quand Morsi est arrivé dans son bureau de président, c'est comme chez nous, les tiroirs étaient vides. Vous savez ce que ça veut dire? Pas d'argent, Il n'y a pas d'argent, pas de il n'y dossier. a pas de dossier. Tu es là pour faire de la figuration. Et le service Il a pas sécurité compris ne ça. donne aucun rapport. Aucun rapport. L'intoxique. Non toxique. Vous savez très bien, la toxique. Et les gars qui ont fait de la prison, ou les gars qui ont été torturés, ils sont facilement manipulables. Pourquoi? Parce qu'il suffit de leur faire un petit peu peur et ça fonctionne. On est dans des cultures de complot et de paranoïa. Quand vous parlez de la peur ou de la torture, vous parlez pour la personne de Morsi. Pour les, Parce qu'il a été arrêté à plusieurs reprises, il a été torturé. personnes, toutes les personnes pour moi, Victime à partir de- du moment où des personnes sont restées longtemps en prison. incarcération dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire de torture physique et de torture psychologique, je pense qu'avant de prendre des responsabilités collectives, elles doivent faire ce qui doit être conseillé à toute personne qui a subi ce genre de traitement, c'est-à-dire une thérapie. Se soigner. Tout à fait. C'est fondamental. On ne peut pas prendre de responsabilité collective quand on est malade. Surtout quand on est malade psychologiquement. Je sais, par expérience, que ce genre de traitement laisse des traces psychologiques très profondes et qu'on met du temps, et je le dis bien par expérience, on met du temps à s'en remettre. Et il faut se faire aider pour s'en remettre et pour mettre à distance les traitements inhumains par lesquels qu'on a pu on est passé, subir. qu'on a pu subir. Par le passé. Tout à fait. Et notamment cette peur, cette terreur qu'on vous enfonce tout au fond de votre âme. Il est très facile de la réactiver. d'accord. Alors سيدة ربحة عطاف ننهي هذا الجزء الثاني وسوف نذهب إلى يعني هذه الاستراحة القصيرة كي نعود بعد هذا الفاصل القصير لنتمم الحديث في الجزء الثالث والأخير مع السيدة ربحة عطاف الكاتبة الصحفية وصاحبة كتاب بلاس تحرير une révolution inachevée ساحة التحرير الثورة المجهضة. فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام نعود معكم في هذا الجزء الثالث والأخير من حوارنا في هذه الحصة عن الموعد السياسي مع السيدة ربحة عطاف صاحبة كتاب بلاس تحرير une révolution inachevée. السيدة عطاف يعني بعد مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات فازوا في التشريعيات، فازوا في انتخابات يعني لكتابة الدستور، وفازوا في الانتخابات الرئاسية. يعني من بعد ذلك يعني أصبحت يعني ما تسمينه في كتابك لا مانيبيولاسيون حول يعني من ما تقولين أنه المجموعة الحاكمة أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قام ب ils ont commencé à mettre en place un plan de manipulation pour faire détester les frères musulmans par la population égyptienne qui serait un moyen de légitimer un coup d'État futur. Et c'est ce qui s'est passé en juin. Mais ça, c'était En juin prévisible. 2012. C'était 2013, prévisible plutôt. parce qu'ils ont tout de suite appuyé sur des questions sensibles. D'abord, ils ont mis en place tout un conditionnement des Coptes en brûlant les églises. C'est aussi simple que ça. Brûler les églises coptes en Égypte et vous allez vous retrouver avec tout un pan de la population qui va accuser les courants islamistes radicaux. C'est automatique. Ils ont mis en condition la population
en organisant des pénuries. C'est ce qui s'est passé en 88 aussi en Algérie. On organise des pénuries, notamment le café, on s'en souvient, et vous rendez les gens un petit peu fous et sur les nerfs. Là, c'était pénurie d'essence et d'électricité, pas de lumière. Et mise en condition aussi, on organise l'insécurité. Plus de policiers dans les rues. Bon, mais quand même, pendant plus d'un an, il n'y avait plus rien qui fonctionnait en Égypte. Hein. L'administration, c'était aléatoire. La police, il n'y en a pas. Donc, banditisme. Et avec tous ceux qui se sont échappés des prisons. Mais on a même vu à Port Saïd et à Ismaïlia, il y avait des kidnappings. Un couvre-feu décrété par le président Morsi après ce qui s'est passé au stade d'Ismaïlia, mais on a vu le soir même les militaires jouer au football avec la population. Donc il n'y avait plus de loi. Les militaires ne faisaient pas respecter le couvre-feu. Mais non, le droit n'était pas respecté, plus rien n'était respecté. C'était fait exprès par les militaires. Mais je pense que c'est... Je ne peux pas accuser les militaires, si vous voulez, c'est un terme générique, par ceux qui tiennent les ficelles du régime de l'époque. Oui. Tout à fait. Bien sûr, donc très laxiste. Et effectivement, en même temps, en jouant sur la maladresse des frères musulmans qui se sont isolés des autres courants qui étaient présents sur la place Tahrir, révolutionnaires ou libéraux ou sociodémocrates, donc qui se sont un petit peu isolés de l'échiquier politique égyptien. Eux ont été mis en condition et ont cru qu'on voulait saboter leur expérience dès le début. C'est-à-dire qu'ils se sont convaincus d'une façon, ils ont anticipé, mais mal. Da'ou b'shar dans la façon de penser la chose. Donc ils se sont coupés. Vous parlez des frères musulmans. De ceux dont ils auraient dû être les alliés, en fait, objectifs. On fait des alliances objectives, on deal. D'accord en termes de gouvernance. Et donc, d'un côté conditionné, et de l'autre côté, alors qu'il y a des tensions entre la présidence et le Conseil suprême des forces armées, notamment sur la discussion sur la Constitution, puisque là, les frères musulmans qui pensent avoir le pouvoir affichent la couleur et veulent faire passer un article concernant le budget de l'armée. Le contrôle du budget de l'armée. Tout à fait, le budget de l'armée et les affaires de l'armée. Effectivement, je pense qu'ils ont franchi la ligne rouge à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, tous les réseaux du pouvoir profond qui est encore là, tous les réseaux du PND, ils sont encore là, hein, les anciens, ont été... Ils ont été activés notamment par le biais des juges, hein, comme Morsi, bien sûr, le syndicat des juges est quand même un syndicat très indépendant qui a gagné de haute lutte en 2010 son indépendance et qui est très soucieux effectivement sur l'indépendance de la justice. Et à partir du moment où ils ont cru que Morsi voulait, sous couvert de retraite, remplacer un certain nombre de juges pour placer des juges d'obédience frères musulmans, justement, la tentation du pouvoir, ils se sont braqués. Ils se sont braqués. Donc la grande erreur des frères musulmans, comme celle des islamistes algériens, ça a été ce manque d'ouverture vers la réelle société civile, en fait. Et avec toutes les composantes, parce que seule cette ouverture peut casser, en fait, la mise en condition et les stratagèmes de ceux qui veulent continuer à préserver le pouvoir. Mais en fin de compte, le président Morsi a trouvé un deal avec les militaires parce que dans la constitution qu'il a proposée en 2012, c'était une grande erreur aussi, hein, ça peut être admis comme étant une grande erreur, c'était que les frères musulmans, à leur tête le président Morsi, ont admis que le budget militaire ne soit pas sous contrôle parlementaire. Mais bien sûr. Alors que l'Égypte venait ou était en train de vivre un moment révolutionnaire extraordinaire. Comment on peut expliquer à un peuple qui a fait une révolution qu'on va continuer à permettre aux barons militaires de faire leurs petites affaires sous aucun contrôle? Moi, je pense qu'une partie de la population égyptienne ne s'y est pas trompée, elle a compris en vrai. Hein? Quand ils se sont mis, quand ils ont eu peur, effectivement, que les frères musulmans, en tant que parti, n'investissent toute l'administration, quelque part, ils n'avaient pas tort. Ça correspondait à une réalité, à une façon de faire. Ce n'est pas une volonté forcément, c'est une façon de faire. C'est ça le problème. Il y a une dichotomie entre l'énoncé, ça c'est propre. Dans notre pays aussi, en Algérie, il se passe la même chose. Il y a un énoncé et puis il y a le fonctionnement. Et je pense que les frères musulmans, comme le Front islamique du salut, sont le produit d'une société et d'un système. Et que quelque part, quand on a été éduqué à quelque chose et formaté dans quelque chose, on a tendance à le reproduire. Souvent, oui. Et le problème est là, c'est-à-dire que, et leur positionnement par rapport à la notion de pouvoir.
j'ai un chapitre, ça s'appelle « Les frères musulmans à la conquête du pouvoir », parce que je les ai réellement vus partir à la conquête du pouvoir, comme j'ai vu le Front islamique du salut partir à la conquête de pouvoir. À partir du moment où vous avez un positionnement de conquête, de pouvoir. Effectivement, quelque part, il y a une partie de la société qui va vous regarder en se demandant si vous n'allez pas reproduire la même chose que ceux que vous contestez, puisque votre mode de fonctionnement est le même. Donc, toute la problématique, elle est là. Comment on se positionne par rapport au pouvoir? Est-ce qu'on veut le pouvoir ou est-ce qu'on veut un autre projet de société, une société qui s'organise différemment? Donc, c'est toute la différence entre la verticalité, la pyramide, le léninisme, entre guillemets, et l'horizontalité. L'horizontalité, c'est quoi? C'est une société organisée selon ce qui va dans le sens de son bien. Seyda Rabha Attaf, là, on porte des critiques aux politiques et au positionnement des frères musulmans. Mais est-ce que vous pensez qu'un autre courant politique aurait été à la place des frères musulmans, aurait eu la force des frères musulmans, la crédibilité des frères musulmans, d'autres courants politiques égyptiens, que ce soit des libéraux, de gauche ou des trotskistes, est-ce qu'ils auraient réagi différemment? Parce que là, on a tendance à dire que c'est vrai que les frères musulmans ont fait des erreurs, mais on a tendance les libéraux, les gauchistes qui ont suivi El-Sisi dans son coup d'État justifient leur position par rapport aux erreurs des frères musulmans. Non, mais est-ce qu'ils auraient été à la place des frères musulmans, est-ce qu'ils auraient réagi différemment? Alors, ou agi plutôt différemment? La question, c'est de savoir, finalement, ce que j'expliquais tout à l'heure, le positionnement qu'on a en tant que catégorie sociale. Je pense que les autres sont des réformistes aussi. Donc, ils auraient ce ne sont pas des révolutionnaires. Comme Hamdine Sabahi, par exemple. Non, Hamdine Sabahi, ce n'est pas révolutionnaire du tout. Là, on le voit très bien avec ses déclarations. Voilà. Moi, je ne jette pas la pierre aux frères musulmans. Ils ont fait Saadi en Algérie. Tout à fait. Ils ont fait une erreur historique comme d'autres auraient pu la faire. Hein. Aujourd'hui, ils sont victimes d'une répression terrible. Et je pense qu'ils ont tendu le fouet pour se faire battre. Il y a des erreurs politiques qu'on paye très cher et c'est dommage. Sauf qu'il faut réfléchir avant. Bon. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont, non seulement eux sont victimes d'une répression terrible, oui, mais aussi, aujourd'hui, tous ceux qui ont réellement souhaité un changement dans la société égyptienne sont victimes de cette répression aussi avec eux. Comme l'ont été en Algérie. Tout à fait. Comme l'ont été en Algérie, par cercle étendu, et les militants du Front islamique du salut et tous ceux qui ont cru à un moment donné qu'on pouvait changer de régime en Algérie. Ou qu'on pouvait faire confiance aux militaires aussi. Ou qu'on pouvait faire confiance aux militaires. Alors, les solutions, Madame Rabha Attaf, là on arrive un petit peu, on touche à la fin de cette émission. C'est quoi les solutions que vous préconisez? C'est-à-dire que si l'Égypte ou l'Algérie ou un autre pays arabe sous l'emprise de ce qu'on peut appeler l'État mukhabarat arrive à refaire ou à reproduire une révolution populaire telle que celle de Place Tahrir ou d'octobre 88 en Algérie, est-ce qu'on peut toujours faire confiance aux militaires arabes? Est-ce qu'on peut toujours aller négocier avec eux une démocratisation de la société ou il faut demander le retrait de cette alors, le problème, c'est quoi? Caste militaire de la place de la scène politique. C'est qu'il ne faut pas se poser en termes de positionnement de demande. Là, on se fait avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que des gens injustes soient justes du jour au lendemain. Pourquoi ils le seraient? Bah oui, soyons logiques. Donc, mais dans les structures militaires et d'Égypte et d'Algérie, ce que je disais, c'est qu'il y a des gens intègres et qu'effectivement, à partir du moment où il y a une société qui se met en marche... Mais ces gens intègres, on ne les a jamais vus alors. Ils sont là. À partir du moment où il y a une société qui se met en marche et qui s'organise différemment. Parce que les leçons qu'il faut tirer de tout ça, c'est que la société doit s'organiser autrement que par la verticalité ou par la conquête du pouvoir. Et on le voit bien en Algérie, par exemple, il y a toute une défiance par rapport aux partis politiques d'opposition classiques. Les gens ont compris. Ils sont plus crédibles. Ils sont plus crédibles. Donc effectivement, les gens s'organisent différemment en fonction de leurs intérêts et de leur lutte propre. Sociale. À partir du moment où une société arrive à maturité, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle quitte finalement
le mode de pensée du système pour s'organiser différemment. C'est-à-dire qu'elle quitte la verticalité pour s'organiser d'une façon autonome de ce système. Qu'est-ce qu'ils vont diriger? Qu'est-ce qu'ils vont diriger si une société s'organise différemment et prend une autre direction que celle voulue par le régime. La Qibla qu'ils montrent? Du Parce que Mukhabarat. eux, tout à fait, eux, ils vous font un calendrier. C'est ce qu'on a vu avec l'élection présidentielle. Ils programment une présidentielle. Ben, programmez autre chose. Pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi on attend? Nous voulons que, nous demandons une constituante, nous demandons des assises, nous demandons, vous pouvez demander longtemps, faites. Mais ça veut dire organisez-vous, ça veut dire aller organiser les pauvres, ça veut dire descendez dans la rue, descendez dans les quartiers populaires, ça veut dire aller au-devant, dans les mosquées. Ça veut dire que vous qui appartenez aux classes éduquées, à la classe moyenne, au lieu de regarder en direction d'en haut, regardez vers le bas. C'est un changement à l'opposé de tout ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent. Mais c'est possible puisque c'est possible en Tunisie. Pourquoi ça ne serait pas possible ailleurs? Il y a des expériences qui sont faites actuellement en Tunisie d'organisation de la société autour de l'horizontalité. C'est-à-dire, on ne regarde plus là-haut, on regarde à côté, on regarde en bas. Et on organise la société différemment. L'avenir, c'est ça. سيدة ربحة عطاف الكاتبة الصحفية الجزائرية صاحبة كتاب بلاس تحرير ريفولوشن اناشوفي ساحة التحرير الثورة المجهدة. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. Merci à vous. مشاهدينا الكرام نتمنى أنكم كنتم قد استفدتم معنا من هذا الحوار الشيق مع السيدة ربحة عطاف التي لها يعني خبرة ميدانية في الثورة المصرية وصاحبة كتاب بلاس تحرير ريفولوشن اناشوفي. يمكنكم شراء الكتاب عبر الانترنت وزيارة موقع السيدة عطاف هو plastahrir.fr. نتمنى أن نلقاكم إن شاء الله في فرصة أخرى في الأسبوع القادم مع ضيف آخر للحديث حول الوضع السياسي في الجزائر والعالم العربي. إلى ذلك الوقت عادنا الله وإياكم من حكم العسكر. سلام الله عليكم.